Bonjour, on se trouve une autre fois dans une vidéo que je vais consacrer à Antigone. Alors je vais aborder deux volets. Le premier volet sera consacré à l'intrigue de toute l'œuvre et le deuxième volet sera réservé à l'étude du prologue. Je voudrais tout simplement commencer par l'intrigue car elle va nous permettre de comprendre l'histoire d'Antigone dans sa globalité. Et puis, il va nous permettre de comprendre la psychologie de l'héroïne Antigone. Pour cela, on va partir d'une phrase qui a été présentée par le prologue à la page 9, lorsqu'il présentait l'héroïne Antigone. Il disait, à la page 9, en bas de la page, se dresser seul en face du monde, seul en face de Créon. Cette phrase présente ce qu'on appelle une ellipse grammaticale, vu que le verbe se dresser n'est pas répété dans la deuxième partie de la phrase. Cette phrase aussi présente une anaphore, c'est-à-dire cette figure d'insistance, et qui insiste sur deux éléments très importants. D'abord, la solitude du personnage, et d'ailleurs c'est un terme fondamental dans l'œuvre et qui est transversal dans les trois œuvres au programme. Deuxième point que présente cette phrase, avec le verbe se dresser en face, c'est l'idée de la révolte, également un thème très important dans la pièce d'Antigone. La question qui se pose lorsqu'on va lire cette phrase, c'est le choix de l'ordre des mots. Pourquoi le prologue avait commencé par le monde, ensuite par Créon? Il est très important de répondre à cette question, parce que ce n'est pas un ordre aléatoire. Pourquoi il a commencé par le monde? Tout simplement pour nous dire que l'héroïne va se révolter d'abord sur son existence. Ensuite, elle va se révolter contre le pouvoir politique représenté par Créon. Alors quand je dis se révolter contre son existence, c'est effectivement, c'est une pièce qui met en scène ce conflit existentiel de l'homme, l'homme avec H majuscule. Comment on va comprendre cela? Il faut aller chercher dans l'œuvre d'autres arguments qui nous permettent de justifier notre interprétation. Pour cela, je vous demande d'aller voir tout simplement la page 14. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Dans les premières répliques d'Antigone, on va remarquer que Antigone va employer un discours métaphorique, un discours symbolique. Mais la réplique la plus intéressante, sur laquelle on va s'arrêter pour la mettre en rapport avec se dresser face au monde, c'est quand il dit « un jardin qui dormait encore et qui ne pense pas aux hommes ». Alors maintenant, le mot « jardin », il faut se référer d'un point de vue symbolique au mythe du paradis perdu, c'est-à-dire référence au paradis. Alors on sait pertinemment que dans la création de l'univers, et quand l'homme a été créé au paradis, les problèmes se sont posés. À savoir, le premier problème, c'est lorsque Satan a refusé de se prosterner pour l'homme. Deuxième problème, c'est lorsque Adam n'a pas pu écouter la consigne de Dieu, à savoir de ne pas consommer la pomme. Donc, le paradis, avant la création de l'homme, était un monde parfait, un monde d'innocence, de la pureté, de l'absolu. Mais avec l'arrivée de l'homme, il y a eu la faute. Donc, dès la prise de parole de l'héroïne, on a remarqué qu'elle est en train de présenter son idéal, à savoir un monde parfait, un monde où l'homme n'existe pas. Pour cause, l'homme est synonyme de la faute.
pour qu'on puisse comprendre davantage cette pensée de Antigone, je vous renvoie à la page 95. La réplique commence à la page 94 et se termine à la page 80. Mais les mots qui m'intéressent, c'est qui se trouvent à la page 95, lorsque Antigone, en s'adressant à Créon, je veux tout de suite et que ce soit entier. Alors, je veux tout. Ici, l'adverbe apprend dans le sens de l'absolu. Et puis qui est renforcé, répété 2 fois, et qui est renforcé par l'adjectif entier. C'est-à-dire, Antigone, c'est un personnage qui refuse de faire des concessions. Soit un monde parfait, sans erreur, sans faute, pur, innocent, ou bien mourir. Et c'est le verbe qui termine cette réplique. Ce qui va confirmer ce que nous sommes en train de dire, c'est la réplique de Créon à la page 100, quand il a dit que Antigone elle était faite pour mourir et que peut-être elle-même ne se le savait pas et que enterrer Polynice n'était qu'un prétexte. Et là, je vais m'arrêter sur le mot prétexte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire enterrer Polynice n'était qu'une fausse cause. D'où la question qui s'impose, où est-ce qu'il est la véritable cause? La véritable cause est tout simplement c'est ce conflit qu'elle est en train de mener contre elle-même, c'est-à-dire contre son existence. Et donc, pour récapituler ce que je viens de dire, Antigone, dans un premier temps, va se révolter contre son existence. Et ensuite, elle va se révolter contre Créon, c'est-à-dire le symbole du pouvoir politique. Pour résumer, si on essaie de comprendre Antigone dans sa globalité, l'héroïne, elle est à la quête d'un monde parfait, un monde merveilleux, un monde pur et innocent, comme l'était son innocence. Vu qu'il n'a pas pu trouver ce monde-là, elle va provoquer sa mort. Comment? Par la révolte contre Créon. Donc voilà, plus ou moins, la première partie de mon intervention dans cette vidéo. Maintenant, la deuxième partie, c'est celle de prologue. Alors, tout d'abord, j'aimerais bien attirer votre attention sur la didascalie qui ouvre la pièce, à savoir que des portes semblables, et puis le rideau s'est levé, et le prologue qui se détache des personnages qui sont déjà en jeu. Et là, on remarque le phénomène qu'on appelle le in medias res, c'est-à-dire que l'action a démarré bien avant que la pièce ne commence. Alors, quel est l'intérêt de ce prologue? Pour simplifier, il a pour rôle de présenter les personnages selon l'ordre de l'importance, à savoir Antigone, Créon, Ismène, Aimon, Eurydice, le messager, les gardes, qui sont les derniers. Donc, on remarque qu'il y a un ordre hiérarchique social et un ordre, je dirais, de récit, à savoir l'héroïne ou bien ce qu'on appelle les deux protagonistes, c'est-à-dire les personnages principaux, à savoir Antigone et Créon. De cette présentation des personnages, on va remarquer qu'il y a des oppositions. Opposition entre Antigone et sa sœur et son fiancé Aimon. Elle représente l'enfermement, la solitude, entre guillemets, je dirais, la laideur. De l'autre côté, vous avez la vie, la joie, le bonheur et la beauté. Et donc là, nous sommes déjà dans l'idée de l'opposition. Mais ce qui est bizarre, c'est que personne n'a pu comprendre comment Aimon a pu demander la main d'Antigone et comment elle-même elle a pu accepter tout en sachant qu'il ne présente aucun attrait pour les hommes. Après la présentation des personnages et leur rôle, il va faire un bref rappel de l'histoire des deux fils d'Édipe, à savoir Éthéocle et Polynice, qui se sont entretués à cause du trône. Polynice
il a été obligé d'aller chercher d'autres armées qui sont les ennemis de Thèbes pour combattre son frère Éthéocle. C'est pour cela Créon l'a considéré comme un traître et il avait décidé que pour Éthéocle, il va offrir des funérailles dignes d'un roi et pour Polynice, il va tout simplement laisser son cadavre livré aux chacals et aux vautours. Mais la particularité de ce prologue, qu'on peut considérer comme une scène d'exposition, c'est ce qu'on appelle l'effet du théâtre dans le théâtre. Et là, c'est très important. Le prologue appartient à une première pièce de théâtre, celle où nous avons des personnages qui sont sur scène. C'est pour cela qu'il s'adresse aux spectateurs en leur disant « vous ». Mais à la fin du premier paragraphe, on va constater l'apparition d'un nouveau pronom personnel, le « nous ». Ce « nous », c'est qui? C'est tout simplement le prologue qui va joindre les spectateurs. Parce que lui, il ne fait pas partie de la pièce d'Antigone. Et donc, nous sommes dans un schéma où il y a deux pièces de théâtre. La première à laquelle appartient prologue et la seconde qui va être jouée. Et c'est pour cela que je vais arriver au verbe jouer et à l'emploi de futur proche dans le premier paragraphe. Alors pourquoi le verbe jouer et pourquoi le futur proche? Tout simplement, le futur proche, c'est pour annoncer l'anticipation, ce qui va venir. Et qu'est-ce qui va venir? C'est la pièce d'Antigone. Et pourquoi le verbe jouer? Pour nous dire que nous sommes dans le théâtre. D'ailleurs, facilement, vous pouvez repérer ce qu'on appelle le champ lexical du théâtre, comme personnage, jouer l'histoire, jouer le rôle, le rideau s'est levé. Et donc, nous sommes face à cette technique qu'on appelle le théâtre dans le théâtre. Cette technique a été choisie volontairement par Jean Anouilh pour tout simplement se démarquer de la tragédie classique. Et dès le départ, il se dit que c'est une tragédie moderne. Pour cela, on va remarquer la présence dans ce qu'on appelle des anachronismes. Alors c'est quoi? C'est un vocabulaire contemporain à l'auteur, mais employé dans une histoire très ancienne qui se passe dans l'Antiquité grecque. Exemple, les cartes postales, exemple, jouer aux cartes, les chapeaux, le bal, l'orchestre, et ainsi de suite. Alors maintenant, pour résumer, je pourrais dire que le prologue a pour fonction de présenter les personnages, leurs caractéristiques, leur rôle, selon l'ordre de plus important au moins important, et de faire un bref rappel de l'histoire des deux frères Éthéocle et Polynice. Et deuxième point, c'est de souligner la particularité de la modernité de la pièce qui est le théâtre dans le théâtre. Sur cela, je termine mon intervention et je vous dis à la prochaine. Au revoir.